Afrique Média. Le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Journal sur la télévision panafricaine. À la une de cette première édition de la semaine, ces preuves qui accablent la France du côté du Mali qui donc annonce qu'il présentera de nouvelles preuves contre la France devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Mali qui fournira de nouvelles preuves devant l'Organisation des Nations Unies accusant la France d'avoir fourni des armes de guerre et de renseignements à des groupes terroristes, a déclaré le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. Ce dernier a accordé vendredi soir un entretien exclusif à l'Office de radiodiffusion télévision nationale du Mali. Dans ce journal, vous aurez un extrait. Et puis, du côté de la Côte d'Ivoire et du Mali, affaire des 46 détenus, Abidjan dénonce une prise d'otage de ces soldats par Bamako. La Côte d'Ivoire considère que ces 46 soldats détenus au Mali depuis des mois sont des otages après les déclarations des militaires au pouvoir à Bamako conditionnant leur libération à l'extradition des personnalités politiques maliennes vivant à Abidjan. Un sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest se tient la semaine prochaine à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies et devra évoquer le sujet. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la vitrine. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au Grand Journal sur la télévision panafricaine. On ouvre cette édition de la semaine avec le Niger et la visite de Paul-Henri Damiba Sondaogo, le président du Burkina Faso, de la transition plus précisément, qui était donc à Niamey le dimanche 11 septembre pour rencontrer le président Mohamed Bazoum. Les questions sécuritaires préoccupent donc les dirigeants voisins de la zone dite des trois frontières. Ils ont parlé de la mutualisation des moyens, des échanges d'informations et surtout d'opérations conjointes pour combattre les djihadistes. C'est accompagné de ces ministres de la Défense nationale, des Affaires étrangères et du commandant des opérations du théâtre national que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sondaogo a été reçu au palais présidentiel de Niamey. Une visite de travail de quelques heures qui a donc permis aux deux chefs d'État d'apprécier la situation sécuritaire et de trouver les meilleures stratégies pour coordonner la traque contre les groupes armés sur leurs frontières. À la sortie de leur entretien, le président Bazoum, le chef de l'État avec à la sortie donc de l'entretien avec le chef de l'État guinéen, le chef burkinabé a déclaré que la question de l'insécurité est préoccupante sur les trois frontières. Une heure d'entretien au cours de laquelle les deux chefs d'État n'ont pas manqué d'évoquer et de se féliciter pour la libération de l'otage américaine Swellen Tennyson. Le Niger et le Burkina Faso ont à leur actif un accord de coopération militaire et plusieurs opérations conjointes le long de leurs frontières. On peut citer les grandes opérations Tonli 1, 2 et 3 qui ont donc permis de neutraliser plusieurs dizaines de djihadistes et de récupérer du matériel. Avant de regagner son pays, le lieutenant-colonel Damiba s'est rendu au consulat du Burkina Faso à Niamey. Officiellement, au moins 1 million de Burkinabés vivent du côté du Niger. Et donc, c'est achevé ainsi la visite du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sondaogo du côté, bien sûr, du Niger. Nous l'annoncions au titre Côte d'Ivoire, Mali. Bamako dénonce donc une prise d'otages par ses soldats du côté du Mali. La Côte d'Ivoire considère que ces 46 soldats détenus au Mali depuis 2 mois sont des otages après des déclarations des militaires au pouvoir à Bamako conditionnant leur libération à l'extradition de personnalités politiques maliennes vivant à Abidjan. C'est une prise d'otage qui ne restera pas sans conséquence. Notre position est claire, ce marché est inacceptable, a donc affirmé le dimanche 11 septembre une source proche de la présidence ivoirienne. Nous privilégions toujours la solution diplomatique.
il faut éviter la politique du pire. A toutefois ajouté cette source qui espère que les militaires maliens reviendront sur leur position. Un sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest se tient la semaine prochaine à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies et devra donc évoquer le sujet selon la même source. Si d'ici là rien ne se règle par la voie diplomatique, la CEDEAO sera bien obligée de prendre des sanctions, prédit-elle. Le 10 juin, on le rappelle, 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali, qualifiés de mercenaires, puis inculpés mi-août de tentatives d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et formellement que ces soldats étaient donc en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies, la MINUSMA, et exigent donc leur libération. On rappelle qu'il y a de cela quelques jours, ils ont trois soldats ont été donc libérés grâce à la médiation faite par bien sûr le Togo. Nous l'annoncions également en titre avec l'épreuve malienne qui accable de plus en plus la France et donc le Premier ministre malien par intérim, Abdoulaye Maïga, qui a affirmé avoir des preuves contre la France qu'il présentera bien sûr au Conseil de sécurité de l'ONU. Il a donc accordé vendredi soir un entretien exclusif à l'Office de radiodiffusion télévision nationale au Mali. Et puis donc, il s'est exprimé, annonçant qu'il avait des preuves, accablant donc la France qui aurait donc encouragé le terrorisme du côté du Mali. Écoutons un extrait d'Abdoulaye Maïga concernant les preuves à fournir du côté du Conseil des Nations Unies contre la France. Je ne pense pas qu'il y ait un seul aéronef malien qui a une fois violé l'espace aérien de la France. On ne peut même pas l'imaginer. Autrement, on sait que la réaction aurait été autre. Ensuite, il faudrait rappeler le contexte. C'est la France, pour reprendre l'expression du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, qui a décidé de nous abandonner en plein vol, en mettant fin à cette coopération de défense qui nous liait sans avertissement, sans plan et sans nous prévenir. Suite à ce départ, nous avons été désagréablement surpris par des violations intempestives des aéronefs français qui violaient régulièrement notre espace aérien. Mais en plus de cela, et on le dit vraiment sans aucune démagogie, sans aucune manipulation, ces autorités se sont également rendues coupables de fournir des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Ce qui est inimaginable de la part d'un pays qui est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc il y a un droit de veto. Nous avons introduit une plainte avec des preuves à l'appui. En tout cas, tous les cas de violation ont été présentés, bien documentés. Et nous avons bien entendu d'autres preuves qui seront présentées, en tout cas nous l'espérons, à la suite de cette session spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies, et que nous appelons de tous nos voeux. Il est très important que la communauté internationale et que le monde découvre comment un État membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, Conseil de sécurité qui assure la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, se comporte. Il faudrait le dire, ce n'est pas des choses acceptables. Je pense que si nous tenons à assurer la pérennité du mécanisme de sécurité collective, il est très important qu'on nous donne l'occasion, d'ailleurs nous ne demandons que cela, l'occasion de présenter des preuves que nous avons et qui incriminent la France. Et vous espérez que cette réunion du Conseil de sécurité, elle aura lieu? Absolument, nous l'espérons. En tout cas, nous ferons tout pour qu'elle ait lieu. Nous sommes étant membres des Nations Unies et c'est un droit. Alors, Monsieur le Premier ministre, ces derniers jours s'est tenue à Lomé la réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition malienne. Votre ministre des Affaires étrangères, si je ne m'abuse, parlait de normalisation avec les partenaires. Voilà, c'était donc Abdoulaye Maïga, le ministre des Affaires étrangères, qui a affirmé donc détenir des éléments qui indiqueraient que la France avait collecté des renseignements au Mali afin de les fournir à certaines sources, à certains groupes terroristes et aurait également livré des armes et des munitions à ces derniers. Direction à présent Bamako pour retrouver notre correspondant. Il s'agit de Monoko Toali à qui nous disons bonsoir.
On va dire que l'épreuve s'accumule de plus en plus contre la France. Et voilà donc Abdoulaye Maïga qui affirme qu'il devra donc fournir d'autres preuves du côté du Conseil de sécurité de l'ONU, accablant la France qui, selon ces derniers, ont donc encouragé et donné des informations et munitions à des groupes rebelles qui sèment la terreur du côté du Mali. Nous ne rendons pas Monoko Touali, certainement dans une autre édition d'information, un problème de liaison, annonce-t-on. Allez, on va aller du côté de l'Éthiopie avec les rebelles du Tigré qui acceptent les pourparlers de paix. Et c'est donc une lueur d'espoir qui apparaît après 2 ans de conflit armé dans le Tigré en Éthiopie. Le gouvernement est prêt à participer à un processus de paix sous les auspices de l'Union africaine, ont déclaré dans un communiqué dimanche 11 septembre les rebelles du Tigré. En outre, nous sommes prêts à respecter une cessation des hostilités immédiates et mutuellement acceptées afin de créer une atmosphère propice, ont ajouté les rebelles dans cette région du nord du pays. Cette annonce survient alors que les efforts diplomatiques se multiplient pour trouver une solution pacifique au conflit, après que la reprise des combats le mois dernier ait brisé une trêve établie en mars. Le gouvernement éthiopien, quant à lui, insiste depuis longtemps sur le fait que tout le processus de paix doit être négocié sous l'égide de l'Union africaine, dont le siège est à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Mais le TPLF avait jusqu'alors toujours rejeté la médiation de l'envoyé spécial de l'Union africaine dans la Corne de l'Afrique, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, en dénonçant sa proximité avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué une opportunité unique de mettre fin à près de 2 ans de guerre et appelé les deux parties à œuvrer urgemment à la mise en place d'un cessez-le-feu, à s'engager dans les négociations directes dans le cadre d'un processus sous l'égide de l'Union africaine, incluant des partenaires nationaux mutuellement agréés. Et on va rester sur cette autre actualité et prendre la direction de l'invité, cette fois pour recevoir Gamal Abina, donc à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Gamal Abina. C'est plutôt une bonne nouvelle qui s'annonce du côté de l'Éthiopie avec les rebelles du Tigré qui acceptent voilà, de s'asseoir à la table des discussions après 2 années voilà, de guerre du côté de l'Éthiopie. Il faudra le rappeler, 2 années de guerre intense. Ils acceptent de se mettre à la table des négociations, non pas parce qu'ils ont un grand cœur. Il ne faut jamais oublier qui sont les gens du Tigré, hein, les anciens qui tenaient le pouvoir, les soutiens de l'ancien président éthiopien pro-américain. Et aujourd'hui, effectivement, et face au Premier ministre pro-américain, plutôt, je dis des bêtises, face à Abiy Ahmed, ils ont au départ effectivement remporté une victoire assez forte dès le départ dans la région. Ils ont réussi à mettre en échec effectivement les troupes gouvernementales, qui est un gouvernement fédéral. Il ne faut pas oublier que l'Éthiopie est constituée depuis 1994 de 9 États fédérés, dont le Tigré, qui était, avec Meles Zenawi, le détenteur du pouvoir exclusif. C'était essentiellement des militaires. Et donc, ils ont perdu ce pouvoir à la faveur d'une élection qui a été remportée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Et il se trouve que ce Premier ministre a obtenu la paix entre l'Éthiopie, évidemment, et l'Érythrée. Une guerre qui a duré très longtemps aussi, qui a été faite par un coup sur coup en 2 reprises. Et donc là, l'Éthiopie et l'Érythrée, ça se passe bien. Il y a une relance économique. Les Chinois ont investi dans les 5 zones économiques spéciales. Ça ne plaît pas aux États-Unis. Donc les États-Unis ont soutenu un mouvement de rébellion qui a été consacré à Washington. D'ailleurs, pour les oublier, l'Amérique est toujours à la manœuvre, puisqu'ils ont fait ça. Ils ont fait une union des forces tigréennes à Washington dans le but de renverser Abiy Ahmed. C'est ça qui était au départ proposé. Et très rapidement, ils ont fait mouvement vers Addis Abeba, capitale tout de même, rappelons-le, de l'Union africaine, dans le but d'en finir avec le Premier ministre qui était, lui, démocratiquement élu, qui a été aussi prix Nobel de la paix, que j'avais oublié. Et donc, ils ont fait ce mouvement. Au départ, ça a marché très bien, ils avançaient très vite, ils ont obtenu beaucoup de victoires, ils avaient réussi à coaliser quelques ethnies locales, et puis très rapidement, il y a eu la contre-offensive emmenée par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui s'est mu en chef de guerre, puisque c'est un ancien militaire, et qui a obtenu en moins d'1 semaine des résultats extrêmement probants, puisqu'il a littéralement liquidé la colonne militaire qui devait prendre la capitale. Aujourd'hui, il y a eu donc un cessez-le-feu à la suite de cela, puisque la catastrophe côté tigréenne était énorme. Il y a aussi un problème lié à l'alimentation des populations du Tigré, particulièrement
dans la capitale. Et il se trouve que la capitale Mekelle n'était plus alimentée, qu'on s'attendait à peut-être une catastrophe humanitaire comme l'Éthiopie avait déjà connu à l'époque. Et il se trouve aussi que Abiy Ahmed, dans une position très favorable, a cessé le feu, parce qu'il avait effectivement un rapport de force qui lui était favorable. Ensuite, il y a eu reprise des hostilités de la part des Tigréens qui pensaient peut-être toucher un avantage quelconque. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas opéré. Les soutiens américains étant pas suffisants, évidemment, Abiy Ahmed, qui lui est soutenu par d'autres puissances un peu plus solides, a décidé d'accepter, semble-t-il, va peut-être accepter ce cessez-le-feu, mais surtout, il va certainement accepter d'aller à la table des négociations parce qu'il cherche à obtenir une paix civile et un apaisement dans la région, puisque le pays est en plein décollage économique. Donc tous ces éléments clés sont constitutifs aussi d'une tension par rapport aux guerres de l'eau, dont on parle beaucoup, qui est liée au barrage de la Renaissance. On imagine que le Soudan et l'Égypte ne sont pas très satisfaits de ça, mais il semble aussi que là-dessus, il y a eu des accords qui ont été pris ou qui sont en train de se prendre. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi les Tigréens arrêtent? Simplement parce que leur offensive militaire est un échec total, parce que c'est un pays de 100 millions d'habitants et les Tigréens leur représentent que 8% de la population à peu près, donc pas grand-chose. Et surtout parce que l'Éthiopie, qui en a peut-être un peu marre des guerres à répétition, a fait corps avec son Premier ministre, qui avait quand même une très bonne image et qui a su ménager son image à l'international, pas en Occident mais dans le reste de l'Afrique. Et il se trouve que le Tigré, aujourd'hui, accepte la médiation de l'Union africaine, qu'elle avait toujours refusé par rapport à Olusegun Obasanjo, qui considérait comme étant pro-Abiy Ahmed. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel sera le type de négociation que les Tigréens vont devoir concéder, parce qu'aujourd'hui, c'est à ça qu'on en est. Ils espèrent un départ des forces éthiopiennes et des forces érythréennes qui étaient coalisées contre eux. Il y a peu de chances que ça arrive. Ils vont sans doute devoir négocier une reddition, je suppose, et à ce moment-là, peut-être une pacification de la région. Je pense que ça prendra un certain temps, mais par deux reprises, les Tigréens qui ont été 2 fois à la manœuvre, c'est les 2 qui ont déclenché les hostilités, il ne faut jamais oublier. Par 2 fois, ils ont été mis en échec. Aujourd'hui, le rapport de force ne leur est pas du tout favorable. Ils sont donc obligés de composer et à la grande satisfaction de Antonio Guterres, qui semble-t-il se satisfait de la situation, au désarroi des Américains, qui les avaient soutenus de façon très sérieuse en vérité, puisqu'ils avaient même organisé une opposition politique qui était destinée à renverser le Premier ministre Abiy Ahmed. L'échec est total aujourd'hui. L'Éthiopie est préservée à nouveau. Et rappelons-le tout de même, c'est pas rien, l'Éthiopie, c'est le seul pays d'Afrique qui n'a jamais été colonisé, le seul pays d'Afrique qui a toujours voulu garder son indépendance et qui finalement aujourd'hui est en train de montrer dans la corne de l'Afrique qu'il est un îlot de stabilité qu'on a voulu déstabiliser. Tous les pays alentours quasiment sont en guerre ou en guerre civile. L'Éthiopie est un des rares pays à avoir cette force suffisamment de cohésion populaire, cette force militaire, c'est une très grande force militaire, et surtout des soutiens de poids comme la Chine, sans doute la Russie très prochainement, qui va permettre à l'Éthiopie d'échapper au pire, à savoir une guerre civile qui était programmée par l'étranger. À vous, Gamal Abina, pour ces explications. Rendez-vous certainement dans nos prochaines éditions d'information. Direction à présent la Mauritanie, où les députés adoptent une loi contestée sur les langues à l'école. La loi a été votée lundi soir par la majorité des députés contrôlés par le parti au pouvoir. Elle introduit pour la première fois l'enseignement scientifique au niveau primaire dans les langues maternelles, tout en imposant l'enseignement de l'arabe et non aux arabes et au moins une langue nationale aux locuteurs arabes. Selon les documents officiels, le français va continuer d'être enseigné à partir du primaire. La population mauritanienne se compose de communautés arabo-berbères, aratines, descendants d'esclaves de maîtres arabo-berbères dont ils partagent la culture, et également des négro-mauritaniennes, généralement de langue maternelle d'ethnie subsaharienne telles que Peul, Soninké et Wolof. Les communautés négro-mauritaniennes dénoncent depuis l'indépendance du pays en 1960 ce qu'elles appellent une hégémonie culturelle de l'arabe, langue officiellement parlée par la majorité de la population, et réclament l'officialisation de leur langue. La nouvelle loi vise à mettre un terme à la détérioration alarmante du système éducatif national, a dit le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Melaine Eid, devant les députés. Elle résulte selon lui d'un débat sur une longue période qui a regroupé toutes les compétences et sensibilités nationales. Le nouveau texte constitue une avancée dans la mesure où les enfants commencent leur apprentissage dans leur langue maternelle. Elle leur permettra d'acquérir et de maîtriser plus facilement les connaissances, a donc affirmé la députée d'opposition Kadiadia Malik Diallo. Elle a suggéré un amendement de l'article 65 pour lever l'ambiguïté dénoncée par les non-arabes dans le texte de loi.
mais son initiative a été rejetée. L'article 65, justement, qui indique que l'arabe est enseigné à tous les enfants dont elle n'est pas la langue maternelle, comme langue de communication et comme langue d'enseignement. 2 personnes qui manifestaient contre le nouveau texte ont été interpellées et 5 blessés lundi soir lors d'un sitting devant le Parlement avant l'adoption du texte, a affirmé mardi dans un communiqué l'Organisation pour l'officialisation des langues nationales. Le sitting a été organisé par l'OLAN, composé des militants négro-mauritaniens qui ont donc dénoncé la répression. Selon ces militants, elle estime que par cette loi, la Mauritanie prive des franges de sa population d'un droit fondamental d'expression culturelle. Elle exige par ailleurs l'officialisation immédiate des langues nationales et dénonce l'article 55 du nouveau texte qui, selon elle, consacre l'injustice linguistique dans le pays. Direction l'invité une fois de plus, et on va recevoir dans ce journal Tanoum Lélé, activiste panafricaniste. Avec lui, on va comprendre l'essence même de ce problème de langue du côté de la Mauritanie, avec l'adoption d'un texte critiqué par le peuple ou alors par l'opposition, l'adoption par la majorité des députés à l'Assemblée nationale, des députés en partie appartenant au parti au pouvoir. Bonsoir à vous, Tamoum Lélé. Alors, que se passe-t-il à l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, autant pour moi, mauritanienne, pour qu'il y ait autant de remous au niveau de la langue? Bonsoir à tous. Alors, juste pour rectifier le nouveau, il y a un nouveau ministre de l'Éducation qui est nommé, qui est un noir, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très, qui est une pratique très courante en Mauritanie, c'est-à-dire qu'il propose quelque chose que les populations ne veulent pas, alors du coup, il nomme un ministre noir pour le faire. Donc maintenant, le nouveau ministre, c'est Adam Bokar Sokou, ce n'est plus l'ancien ministre. Et pour l'enseignement aussi, l'enseignement se fait encore aujourd'hui en arabe depuis le premier. Alors le problème de ce projet de loi, c'est que les langues nationales qui sont tous reconnues comme langue nationale dans la Constitution, mais qui ne sont pas avec Tamoum Lélé, on espère qu'elle est toujours là et qu'on aura finalement ses explications en ce qui concerne ce problème d'adoption de textes concernant les langues parlées du côté de la Mauritanie qui font problème, notamment la langue arabe et l'article querellé, notamment l'article 65 qui crée donc le courroux de plusieurs communautés, parmi lesquelles les partis de l'opposition, des soucis donc de liaison une fois de plus avec cette dernière. Le temps pour nous d'aller du côté de l'Afrique centrale. Elle est de retour, nous fait-on savoir, Tamoum Lélé, activiste panafricaniste. On espère que cette fois c'est la bonne et qu'elle pourra véritablement nous permettre de comprendre cette affaire de tests contestés qui malheureusement ont été adoptés du côté de l'Assemblée nationale mauritanienne. Bonsoir à vous une fois de plus. Désolé, on a été coupé. Alors le problème avec ce projet de loi, c'est que les langues nationales, ce que demandent les Mauritaniens, c'est que c'est l'enseignement de l'introduction de leur langue nationale dans la... Nous reviendrons certainement sur cette information dans nos prochaines éditions d'information. Direction l'Afrique centrale, Guinée équatoriale, avec l'élection
présidentielle initialement prévue au premier trimestre 2023. L'élection présidentielle en Guinée équatoriale aura plutôt lieu vers la fin de cette année, a-t-on appris la semaine dernière de sources officielles. Selon une décision du Parlement datant du lundi 100 septembre, le vote par anticipation va se tenir en même temps que les élections législatives et municipales normalement prévues en novembre 2021. Les autorités n'ont toutefois pas avancé une date précise pour le scrutin. La décision de tenir les élections en même temps est motivée par la volonté d'aider le gouvernement à faire face à de nombreuses obligations qui lui incombent à un moment où la crise économique frappe le monde en général et notre pays en particulier, a donc déclaré le président Théodoro Obiang Nguema Bazogo. C'est la présidente du CNRNA, Teresa Efwa Songono, qui a formellement remis au chef de l'État cette décision des élus. Le président Obiang Nguema, 80 ans, est au pouvoir depuis 1979, ce qui fait de lui le chef de l'État encore en vie qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Difficile pour le moment de dire s'il sera candidat pour un nouveau septennat ou s'il cédera sa place à son fils Théodoro Nguema Obiang Mangué, actuel vice-président chargé de la défense et de la sécurité. Sur les 1,6 million d'habitants que compte le pays, au total 425 661 électeurs se sont fait enrôler lors du recensement électoral du 11 au 23 juillet dernier. Le Parlement équato-guinéen est bicaméral. Le Sénat compte 75 sièges, dont 15 nommés par le chef de l'État, et la Chambre des députés compte 100 sièges. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale au pouvoir a scellé une coalition électorale avec 14 autres formations de l'opposition dite démocratique pour constituer la majorité présidentielle. L'unique parti d'opposition toléré, Convergence pour la démocratie sociale, va donc seul tenter d'en découdre avec la majorité présidentielle lors de ces échéances électorales. On va recevoir dans ce journal le dernier invité. Il s'agit de Luc Michel, géopoliticien, pour discuter bien sûr de cette actualité concernant les élections du côté de la Guinée équatoriale. On le disait, initialement prévu au premier trimestre 2023. L'élection présidentielle en Guinée équatoriale aura plutôt lieu vers la fin de cette année 2022. Bonsoir à vous, Luc Michel. La décision est là. Elle a été prise par les élus du peuple. Donc, l'élection présidentielle qui se tiendra donc au même moment que les élections législatives et municipales prévues en novembre 2022. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs. Je vais vous expliquer le dessous des cartes de ce qui se passe. Donc, les élections présidentielles étaient prévues en 2023, mais la Guinée équatoriale, c'est un des États qui est au cible de la déstabilisation occidentale depuis ce qu'on a appelé le printemps africain en 2015-2016. Les Occidentaux, en particulier Madrid et Paris, avaient en vue une déstabilisation pour 2023, c'est-à-dire de transformer l'élection en déstabilisation du pays et, si possible, en tentative de révolution de couleur. Donc, on vient d'avancer, afin de recouper l'herbe sous le pied, on vient d'avancer les élections. Les élections vont être couplées aux législatives et aux municipales, et je peux déjà vous dire que si on n'a pas de date précise, elles auront lieu en novembre prochain. Ça a été décidé par le Sénat après la Chambre des représentants. Le motif officiel, évidemment, c'est la crise générale qui frappe l'Afrique, le dossier ukrainien, la crise alimentaire, la crise écologique, la crise évidemment du Covid. Mais deuxièmement, le deuxième motif avancé, c'est la déstabilisation par diverses capitales occidentales. Moi, n'étant pas tenu comme les diplomates équato-guinéens par un devoir de réserve, je vais nommer ces capitales. Il s'agit de Madrid et de Paris. À Paris, on est en train de réactiver une des COREP, celle de Salomon Obeso, dans le but de déstabiliser les élections de 2023 et aussi de s'emparer de l'immeuble de l'avenue Foch où est située l'ambassade de Guinée équatoriale à Paris. Et à Madrid, il y a trois groupuscules qui sont activés. Il y a Troisième République, il y a les Citoyens pour l'innovation
qui sont la version équato-guinéenne des insoumis français et de Podemos, c'est-à-dire les gens de Mélenchon qui est en Afrique au service de l'impérialisme français. Et enfin, il y a la fameuse CDPS qu'on présente comme l'opposition en exil, qui avait un siège dans le précédent Parlement et qui n'a plus d'élus aujourd'hui. Mais Madrid et Paris, évidemment, se servent uniquement de cette opposition dite en exil comme une opposition comprador qui vise à déstabiliser le pays. Malabo a entamé un dialogue national avec l'opposition dite patriotique. Il y a donc 14 partis autour du Parti démocratique de Guinée équatoriale, le PDGE, qui vont constituer une opposition. Et la CDPS, qui est constituée par des gens qui n'ont plus aucun contact, aucun lien en Guinée équatoriale, est bien seule face à cela. Ce qu'il faut retenir de tout cela, évidemment, c'est qu'une fois de plus, le président Biagdema Bassongo a anticipé les problèmes et il va neutraliser cette opposition qui ne visait qu'à apporter le désordre et la misère dans le pays. Il faut retenir quelque chose, c'est que tous ces opposants en exil, à Paris ou à Madrid ou à Berlin, puisqu'il y en a encore, sont partis il y a 25 ou 30 ans, ne savent plus ce qu'est leur pays, ni le progrès social qui est effectué. En 2018, ils étaient notamment présents aux côtés des ennemis de la Guinée équatoriale dans le procès qui avait lieu devant la cour d'appel, et ils ont été ridiculisés par les avocats de la Guinée équatoriale. Il y avait un de ces opposants qui dirige une ONG aux États-Unis qui s'appelle Equatorial Guinea Justice. Il s'appelle Tutu Alicat. On lui a demandé, il est natif de l'île d'Anobo, on lui a demandé s'il y avait des aéroports sur l'île d'Anobo. Il a déclaré qu'il n'y avait rien. Il y en avait en fait 5, mais il n'était pas au courant. Les gens de la Corrète ont même été destitués de leur parti civil par la cour d'appel, mais ça n'empêche pas tous ces gens de concourir. La Corrète française de Salomon Benzo, elle s'est constituée, ne riez pas, en société commerciale à Saint-Denis près de Paris, et le but de cette société commerciale, c'est de s'emparer de l'immeuble de l'avenue Bosch à Paris. Tous ces gens sont des voyous et des barouds, c'est cela qu'il faut retenir. Ils viennent aujourd'hui d'être mis à mal par l'initiative du PDGE. Merci à vous, Luc Michel. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette intervention de Luc Michel que nous disons merci d'avoir écouté cette première édition du Grand Journal sur la télévision panafricaine. Restez en compagnie de nos programmes, ne manquez pas tout à l'heure la grande émission présentée par Junior Wafo avec ses invités qui reviendront certainement sur les actualités brûlantes, bien sûr les actualités africaines. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 20h. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous demain quand il sera à 19h. Afrique Média, le monde, c'est nous.